Oui, donc là, je vais vous présenter donc un outil qu'on a sur l'école depuis quelques années. Donc, il y a un outil de numérisation en 3 dimensions. Et je vais l'illustrer sur l'exemple des travaux qui ont été faits avec les équipes de France pour les Jeux Olympiques. Donc, si on peut avancer. Donc, d'abord, restituer un peu la partie R&D au sein de l'ENVSN. Hein. Donc on est 2 ingénieurs, Anne Chamberger et moi-même. Donc c'est une petite structure. Donc historiquement, depuis 88, elle est axée sur la caractérisation du matériel utilisé par les sportifs. Et historiquement, on était l'ENV, donc c'est essentiellement la voile. Donc c'est là où on a le plus d'expérience, même si on commence à travailler avec les autres disciplines nautiques. Et notre mission principale, elle est dans l'accompagnement des fédérations des sports nautiques sur ces projets R&D. Alors sur plusieurs points, l'aide à la caractérisation du matériel, hein, donc c'est notre on va dire métier de base. L'accompagnement des projets recherche et développement des fédérations, parce qu'elles n'ont pas souvent la bonne connaissance scientifique pour bien poser le problème. Donc on va les aider dans ce sens-là. Et du coup, on va aussi les aider à trouver les bons prestataires pour répondre à leurs besoins, qu'ils soient universitaires ou que ce soit des bureaux d'études privés. Et finalement, un point qui est très important, c'est tout ce qui est capitalisation et vulgarisation des résultats. Parce que dans le cadre de la formation des entraîneurs, dans le cadre de l'augmentation du niveau moyen des connaissances de l'ensemble des partenaires, c'est quelque chose qui est intéressant et ça représente une partie qui est non négligeable de nos travaux. Donc, alors pourquoi l'école s'est équipée d'un outil à numériser en 3 dimensions? Donc c'était en 2012, on arrivait à un moment critique au niveau de l'école, avec un peu de doute sur sa continuité, sur son rôle, etc. Et il y avait un souhait aussi de moderniser l'ensemble de nos bancs de mesure. Et donc on s'est mis à la recherche d'une solution de numérisation qui soit assez souple, donc qu'on puisse à la fois numériser des surfaces, mais aussi contrôler des petits déplacements, donc que ce soit sur nos tests de flexion sur les dérives ou sur les mâts, etc. Et pouvoir travailler dans un milieu un peu hostile, c'est-à-dire l'atelier, que ce soit l'été, l'hiver, qu'il fasse sec ou humide. Donc on s'est tourné vers une solution technique avec 2 caméras, je vous montrerai un petit peu le principe tout à l'heure, qui permet, on va dire, de quasiment verrouiller le système de mesure sur la pièce, ce qui permet de déplacer la pièce ou de déplacer les caméras sans perdre de qualité de mesure. Donc c'était vraiment quelque chose qui était intéressant pour nous. Pareil, avoir un système autonome pour étalonner le système et pas être obligé de renvoyer tous les 2 mois le matériel pour qu'il soit réétalonné. Donc ça, c'était quelque chose aussi d'intéressant. Donc la solution choisie, donc elle est en photo ici. Hein. Donc c'est une solution proposée par une société de Grenoble qui est maintenant rachetée par des Américains, je crois. Donc l'appareil s'appelle Metrascan pour la partie scanner et Handiprobe pour la partie palper. Et derrière, on a 2 outils. Donc un outil Polyworks qui est un outil d'analyse de ces données dédiées à inspection. Et pour l'aspect CAO, on utilise Rhino 3D. Donc le principe de mesure, donc on a les 2 caméras, donc la boule à facettes, hein, donc c'est pas pour la boîte de nuit, mais c'est bien pour faire la mesure. Donc elle a plusieurs cibles. Donc ces cibles sont reconnues par les 2 caméras, ce qui permet de connaître dans le repère des 2 caméras la position en permanence de la boule. Donc
On est sur un fonctionnement à plus de 30 Hz, hein, donc on est sur quelque chose d'intéressant. Et ensuite, la boule est un scanner, donc avec un faisceau laser. Et ce faisceau laser va permettre de récolter les informations de surface sur le scanner et donc d'avoir dans le repère donné par les deux caméras. Alors l'inspection, la numérisation, c'est bien d'avoir, donc on a une belle surface, c'est bien, c'est sur l'ordinateur, c'est joli, mais à quoi ça sert? Donc voilà un petit schéma là, tiré d'une documentation de Créaform. Donc il y a deux usages principaux. Donc on a notre pièce, on va la numériser, on obtient une surface. Alors la surface est décrite par des triangles. Donc on va pouvoir jouer sur la taille des triangles qu'on souhaite. Et après, à partir de cette surface définie, on a deux travaux possibles. Soit on fait de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire à partir de cette surface, on va essayer de reconnaître des entités géométriques simples, cercles, cylindres, plans, etc., pour remonter à la forme CAO. Donc là, on peut faire de l'espionnage industriel. Ou la deuxième partie, on a une pièce et on voudrait contrôler l'écart de la pièce réalisée par rapport à la pièce théorique que je voulais fabriquer. Donc nous, on va se situer plutôt dans ce deuxième cas. Donc pour arriver sur le cas concret qui nous intéresse, alors vous allez me dire, ouais, un aileron, c'est pas un foil. On est sur des ailerons de planche qui fléchissent quand même pas mal et on a quand même un effet foil qui est présent. Donc sur le principe, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, donc on va positionner notre aileron sur un étau ou n'importe, donc on va le numériser. Alors la numérisation, donc avec la boule, il faut imaginer un pistolet à peinture, sauf qu'au lieu de déposer de la matière, on va acquérir de l'information et on va reconstruire la surface petit à petit sur notre ordinateur. Donc une fois qu'on a cette surface, donc c'est bien, mais elle n'est pas référencée. Donc elle est dans le repère de nos caméras initiales. Donc se pose le problème, qu'est-ce que j'en fais? Donc si on a la pièce CAO d'origine, donc là il n'y a pas de problème, on va essayer d'aligner cette pièce-là mesurée sur notre pièce d'origine et le tour sera joué. Donc là, que ce soit Nel Pride ou que ce soit toutes les séries olympiques, on n'a pas accès aux fichiers CAO d'origine. Donc soit on va essayer de les refabriquer. Alors on ne cherche pas forcément à faire exactement la pièce. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une lame avec le bon profil et la bonne géométrie. L'idée étant d'avoir une pièce symétrique qui va nous servir de référence pour comparer nos modèles. Et donc se pose aussi la question, quel est le défaut que je veux visualiser? Donc si je prends l'exemple de l'aileron, si j'aligne ma pièce sur l'aileron complet, donc c'est en fait un alignement par la méthode des moindres carrés, donc on va essayer de minimiser l'ensemble des écarts entre la pièce mesurée et la pièce de référence. Donc ça c'est le logiciel qui fait ça. Donc si j'utilise l'ensemble de l'aileron, lame plus talon, dans ma comparaison, j'aurai les défauts qui vont être répartis sur la lame et le talon. Donc si c'est ce que je cherche, c'est bien. Or, dans le questionnement qu'on se posait, nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout de voir les défauts de symétrie des profils utilisés et de vrillage. Donc on a utilisé comme référence la lame seule. Donc j'aligne ma pièce en prenant comme référence que la lame. Donc le talon va se positionner normalement à l'issue de la pièce. Et à partir de là, je vais pouvoir faire des comparaisons. Donc on va sortir dans ce qu'on appelle une cartographie des écarts. Donc les couleurs correspondent à la distance entre la pièce que j'ai mesurée
et ma pièce de référence. Donc là, on est à plus ou moins 0,8 mm. Donc quand on est vert, c'est qu'on n'est pas très loin du 0. Quand on est bleu, c'est qu'on est en dessous de ma pièce de référence. Et quand je suis rouge, je suis au-dessus. Donc là, on est sur un aileron qui est plutôt correct. Donc là, je vais vous montrer d'autres exemples où on a des défauts assez marqués. Donc sur cet exemple-là, donc on voit qu'on a du rouge sur le bord de fuite. Alors bâbord, tribord, ça dépend si vous mettez la planche à l'envers ou l'aileron vers le bas. On trouve du rouge sur la partie basse, sur l'autre face. Donc on va retrouver, si on fait des sections en gris, c'est mon modèle, et en orange, c'est ma pièce mesurée. Donc on a l'aileron qui part d'un côté sur la partie haute et qui part de l'autre sur la partie basse. Donc typiquement, on a un vrillage, et ce qui, en termes de sensation et de qualité de navigation, est rédhibitoire. Donc, un autre exemple qu'on peut avoir, donc c'est un défaut d'épaisseur. Donc sur cet aileron-là, sur cette face-là, donc on a du rouge, puis on a du gris. Alors quand on est gris, ça veut dire qu'on sort de notre plage de tolérance, c'est-à-dire qu'on a plus que 0,8 mm d'écart. Donc pour donner un ordre de grandeur, l'épaisseur c'est 9 mm et demi, max de la lame en bas. Donc ça c'est une surépaisseur sur le bord de fuite. Donc ça c'est à la fois une dissymétrie sur le profil, mais surtout beaucoup d'épaisseur sur l'arrière, donc un frein important. Donc ça c'est pareil, c'est un aileron qu'on va éliminer. Et troisième type de défaut observé donc, sur les ailerons, donc c'est un défaut d'alignement entre la lame et le talon. Donc ça, on va dire que c'est un défaut qui est suivant l'amplitude du décalage, qui peut être repris en faisant varier un petit peu le calage de l'aileron. Mais si j'ai mon boîtier qui est bien dans l'axe, quand je mets cet aileron dans ma planche, je vais avoir l'aileron un petit peu en travers de la route. Donc voilà, attends un petit peu, voilà. Plus vite maintenant. Donc ces trois exemples, ces trois illustrations en fait de défauts hein, sur des ailerons. Alors pourquoi on fait tout ça? Donc en tout, on a dû numériser sur cette Olympiade, enfin sur l'Olympiade précédente, de l'ordre de 80 ailerons. L'idée c'était de faire gagner du temps aux sportifs, parce que jusqu'à présent, ils testaient leurs ailerons en navigation. Et empiriquement, ils étaient arrivés au ratio sur 10 ailerons que j'ai, il y en a un qui est bien. Donc c'est ce qu'on a à peu près confirmé avec les mesures. Donc là, ces trois défauts pour nous étaient identifiés comme vraiment des défauts qui avaient un impact important sur la performance. Donc du coup, dans le lot, ces ailerons étaient éliminés et il restait beaucoup moins d'ailerons à tester sur l'eau. Donc un gain de temps pour le sportif, du coup, qui va passer du temps à s'entraîner et pas juste à tester son matériel. Et l'autre point important, c'est aussi un capital confiance dans son matériel qui est intéressant. Alors, dans le cas de la planche à voile, c'est une pratique qui est un peu nouvelle, parce que jusqu'aux Jeux de Londres, le matériel était fourni par l'organisateur des Jeux, donc on utilise ce qu'on nous donne. Donc sur les Jeux de Londres, il y a eu pas mal de soucis de casse avec les ailerons fournis, donc le règlement a un petit peu évolué. Sur les Jeux de Rio, les coureurs amenaient leur propre aileron. Mais ils avaient imposé un numéro de série qui empêchait de prendre des ailerons qui étaient trop vieux. Et donc, pour les coureurs français, se posait le problème de remplacer leur aileron, du coup, qui était trop âgé pour pouvoir faire les Jeux, de retrouver un bon aileron de référence pour faire les Jeux. Et bon, ils s'en sont plutôt bien tirés. Donc, un autre exemple avec le Nacra 17. Donc là, on se rapproche du foil, hein, donc avec un foil en C. Donc le principe de mesure reste le même, hein, donc on va positionner notre foil, on va le numériser. Alors ce qui est important, c'est de trouver une façon de faire qui permet de faire les deux faces en même temps, parce que si on numérise un côté puis l'autre et qu'on assemble les deux parties, on a une petite erreur. Et donc du coup on a du mal
à conclure sur les informations qu'on peut faire. Donc là, on est sur un foil courbe. Donc sur la diapo suivante, pour vous montrer un petit peu le problème lié à la monotypie, quand on est sur des bateaux de série avec des procédés de fabrication qui ne sont pas forcément ce qu'on évoquait sur les foils d'avant, avec du pré-imprégné, des moules alu, etc. Donc on a une disparité des matériels qui est assez importante. Donc là, je vous ai mis juste sur les foils de Nacra 17 deux paramètres, le rayon de courbure et la masse du foil. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des écarts qui sont importants. Et donc on a mis un peu de temps à essayer de trouver quelle bonne référence prendre pour comparer les foils qu'on mesurait. Donc au final, on a créé 3 foils différents. Enfin, on a 3 références différentes correspondant à 3 rayons de courbure, un petit, un moyen et un grand, pour faire ces comparaisons-là. Donc là, sur l'histoire des comparaisons, donc on utilise toujours la même façon de faire. Donc on va aligner une forme par rapport en minimisant les écarts par rapport à notre forme de référence. Et dans la figure de gauche, on va utiliser, donc là c'est les 2 modèles CAO qu'on a fait, mais avec les 2 rayons de courbure, le plus petit et le plus grand. Mais on a imposé de passer dans le même puits. Et donc on arrive en bout de foil à un écart de 12 mm entre les 2 rayons de courbure. Donc on voit bien que cette façon-là, si on procédait comme ça pour chaque foil, on aurait du mal à contrôler la symétrie des profils, etc. Donc on va utiliser la méthode de minimisation des écarts, mais on va choisir le modèle de référence avec le rayon de courbure qui se rapproche le plus du rayon de courbure de notre foil. Donc pour calculer le rayon de courbure du foil, une fois qu'on a numérisé, on va sélectionner le bord d'attaque et le bord de fuite, et le logiciel va nous donner le cylindre qui passe au mieux par ces points-là. Et donc on va pouvoir approcher le rayon de courbure de notre mesure, et du coup choisir le bon modèle et pouvoir faire nos comparaisons. Donc là, je vais vous donner un exemple sur un foil de Nacra 17. Donc déjà, on voit qu'il y a une variation de l'épaisseur ou du rayon de courbure tout au long de la pièce, entre le haut et le bas, qui est assez important. Ça, c'est vrai sur à peu près tous les foils. Et dans ce cas de figure-là, on est sur un vrillage qui est assez important sur la partie basse. Donc là, à l'échelle, on a plus ou moins 1 mm. Et donc là, le vrillage, il est du coup pas vraiment dans le sens qu'on souhaite. Donc plutôt à faire piquer le bateau. Donc en plus de la traînée, ça amène pas du rec supplémentaire. Donc c'est vraiment pas intéressant. Donc là, le fait de connaître le rayon de courbure, on va pouvoir travailler sur des sections radiales et comparer ces sections par rapport à notre modèle qu'on a défini en CAO. Alors pourquoi faire aussi toutes ces mesures sur le Nacra 17 ? L'idée, c'était déjà de voir un peu l'état entre les différents matériels. Après, essayer de faire des paires de foils qui étaient homogènes, que ce soit en rayon de courbure ou en épaisseur. Et aussi avoir une paire de foils de rechange qui soit similaire et qui puisse rentrer dans le puits qu'on a sans être obligé d'attaquer à la râpe, etc. Parce qu'on voit quand même sur les épaisseurs de foil, on a des variations qui sont importantes. Et donc si on a une case sur un championnet important et qu'on a un foil de sperme mais qui ne rentre pas dans le puits, où il faut changer le puits, poncer le foil, voilà. Donc c'est pas. Donc là, on est toujours dans le côté, on va dire, psychologique, d'avoir confiance en son matériel, d'être capable de le remplacer en cas de problème. Et du coup, ça libère le sportif pour être disponible sur son vrai métier, hein, qui est de faire aller vite et de bien naviguer sur son bateau. Et donc, pour finir, donc à travers ces quelques diapos, montrer que cet outil de numérisation
est intéressant pour contrôler des géométries. Et si on prend le cas du foil, on est sur des formes qui sont de plus en plus complexes, avec des courbures qui sont importantes. Et donc on peut avoir un écart entre la pièce dessinée et la pièce réalisée. Donc avant de remettre en question tout le bateau, c'est peut-être déjà un premier contrôle à faire. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de se poser la bonne question. Quel est le défaut que je veux visualiser? Si on prend un safran, par exemple, si je prends l'ensemble du safran, les défauts vont être répartis sur l'ensemble du safran. Mais la question que je me pose, est-ce que j'ai un problème, est-ce que c'est ma lame qui vrillait? Est-ce que c'est ma tête de safran qui n'est pas dans l'axe? Ou est-ce que c'est un décalage entre ma tête et ma lame? Donc, suivant la question qu'on se pose, la méthode de comparaison, ou enfin, surtout ma référence, va être importante à bien choisir. Sinon, on va avoir une belle carte de couleurs, mais comme les défauts vont être répartis sur l'ensemble de la pièce, on aura du mal à conclure. Et ce qui est idéal, évidemment, c'est d'avoir accès aux fichiers CAO d'origine. Du coup, on va pouvoir vraiment comparer la pièce mesurée par rapport à la pièce initiale. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus confortable, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, sinon, il faut passer par le redessin. Donc sur des formes d'ailerons, c'est assez simple. Sur des formes de foil, c'est beaucoup plus compliqué et ce n'est pas notre métier. Voilà. Donc merci de votre attention. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Ça a été trop long, ça. Non, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de cette technologie mise en œuvre à l'ENV? Pas de questions, tout le monde est scotché. Si. Benoît, avec la barbe de l'école Laval. Benoît Augier, est-ce que combien de temps ça prend pour scanner un aileron et un foil de nacre? Alors, sur un aileron, alors il y a la partie préparation du matériel que je mets de côté. C'est de l'ordre de la demi-heure sur un aileron de planche et on va dire entre une demi-heure, une heure sur un foil. Donc sur la partie numérisation, donc on a la surface. Après, le temps de traitement va être plus ou moins long. Est-ce qu'on a déjà fait le modèle CAO, etc. Mais si on a déjà le modèle CAO, et on va être, le temps de traitement est à peu près équivalent au temps pour la numérisation, quoi. Et la précision annoncée du système? Alors la résolution du système, c'est 50 microns. C'est pas la précision. Donc sur un aileron, on va être au dixième. Et sur une coque de fine, par exemple, on va être à 3 dixièmes de millimètre. Et vous le prêtez, ce système ou... Non. Alors il y a, comme tout système de mesure, de la République, quand même. il y a, en fait, la part de l'opérateur, elle est non négligeable dans la qualité des mesures. C'est pas quelque chose où on pose et c'est automatique. Donc voilà, c'est comme le pistolet à peinture, il y a un coup de main à prendre. Une question de M. Penfornis, de Vannes. Vous avez essayé de vous renseigner pourquoi sur une pièce si petite comme un aileron, il puisse y avoir tant de différences? Ça me paraît énorme ce que j'ai vu là. Et bon, c'est pas le constructeur de bateau qui parle, c'est le papa d'une petite fille qui fait de la planche. C'est dommage que Damien Le Guen, est-ce que Damien Le Guen est encore dans la salle? Parce que c'est le... À 500 € l'aileron, je viens d'apprendre qu'il faut en acheter 10. Alors ça, c'était l'ancienne version. Alors ils ne sont pas faits en France, ils sont faits en grande série et entre plusieurs types de fabrication. Et donc il y a une variabilité des matériaux utilisés, etc. Et il y a une partie qui est sérigraphiée, qui est rajoutée après. Donc il y a une surépaisseur et c'est reverni. Donc il y a pas mal de petites choses qui font que dans le process, on a une variabilité importante. Donc là, depuis cette année, il y a des nouveaux ailerons donc, qui sont au prix annoncé. Hein. Là, les ailerons que je vous montrais, ils étaient à 150 €. Mais s'il faut en acheter 10, ça fait cher l'aileron quand même. Donc là, on a commencé à travailler là-dessus, mais j'ai pas de résultat. Mais visuellement, ça a l'air déjà un peu mieux, mais la sérigraphie, elle est plus petite, mais elle est quand même rajoutée après coup. Donc on a une petite surépaisseur sur le bord de fuite.
Du coup, ça va faire monter le prix des foils d'Imoca chez Multiplast, quoi. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que toutes les équipes de voile des différents pays font ce travail-là? Alors c'est difficile à savoir, il y a pas mal de confidentialité, puis il y a beaucoup d'intox, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays qui aient accès. Les grandes nations, les Anglais, ils font ça par exemple? Alors les Anglais ont un fonctionnement un peu différent, ils travaillent beaucoup avec des grosses entreprises, donc ils peuvent le faire par l'équivalent de l'aérospatial ou des industries automobiles avec lesquelles ils sont partenaires. Mais en fait, en France, on a quand même une politique du sport avec des établissements nationaux qui sont équipés, et je pense que c'est un exemple qui est assez unique au monde sur ce type de travail qu'on peut faire, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Encore une question et après on enchaîne. Est-ce que vous avez fait des relevés de perte de performance liés à la nature du défaut? Oui, alors aujourd'hui, la performance, elle est mesurée par les meilleurs capteurs qu'on ait, c'est nos sportifs de haut niveau. Sauf que c'est pas des millimètres, des millivolts ou autre, c'est des sensations, mais ça permet quand même de bien caractériser les défauts. Par contre, elle n'est pas chiffrée en termes de pourcentage de vitesse, mais elle est vraiment qualifiée par la sensation et le comportement du flotteur, quoi. Merci beaucoup. Merci Paul. On peut vous applaudir. Merci bien.